Je vais redonner la parole à Thomas Gassilou et puis son co-rapporteur, Sereine Mauborgne, pour l'avis sur l'armée de terre. Très bien, Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, effectivement, vous m'avez désigné avec Sereine rapporteur des crédits des forces terrestres, encore une fois, cette année. Et on a effectué effectivement ce travail de manière collégiale tous les deux. Pour commencer, bien entendu, je voudrais m'associer aux mots de notre collègue Larsonneur en ce 23 octobre, bien entendu, pour saluer la mémoire des 58 parachutistes du premier RCP qui trouvèrent la mort le 23 octobre 1982 à Beyrouth du fait de la destruction de l'immeuble qu'ils occupaient peu après l'attentat qui avait déjà été perpétré contre les forces américaines. Cet exemple montre bien que les forces terrestres sont au contact et malheureusement subissent l'essentiel des pertes au combat. On dit souvent que l'armée de terre est l'armée du sang versé, ce qui est une raison supplémentaire pour nous d'être extrêmement attentifs à son budget. Alors, que dire de ce PLF 2020 pour l'armée de terre ? Tout simplement, c'est un budget de régénération du capital opérationnel conforme à la LPM. Après 4 années de recrutement à marche forcée, la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre à 77 000 soldats est achevée. Les ressources humaines de l'armée de terre entrent donc en phase de consolidation où la fidélisation devient un enjeu fondamental, à la fois pour le maintien de la masse, mais également pour le développement des compétences, d'ailleurs comme nous l'avions déjà mis en évidence l'an dernier. Les crédits du BOPTER, c'est-à-dire les fonds directement gérés par le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, continuent d'augmenter. Parmi eux, les crédits d'entretien programmé du matériel qui avaient largement augmenté depuis 2015 dans le cadre du paquet EPM Régénération, diminuent légèrement mais se maintiennent à un niveau élevé conformément à la trajectoire fixée par la LPM en raison de la poursuite du maintien en conditions opérationnelles des équipements terrestres. Les autres ressources du BOPTER, entraînement, petits équipements de cohérence, continuent leur progression pour accompagner la remontée en compétence d'une armée de terre qui a été profondément renouvelée ces dernières années. La reconstruction du capital opérationnel, mis à mal par le surengagement opérationnel et l'effort de recrutement des dernières années, pourra s'appuyer sur des crédits en hausse de 27 millions d'euros cette année, soit une augmentation quand même de 17% par rapport à l'an dernier. Le PLF 2020 permettra par ailleurs la livraison de nouveaux équipements. On a déjà évoqué effectivement la poursuite du programme Scorpion avec la livraison de 128 Griffons et la commande de 271 nouveaux exemplaires. Les 4 premiers Jaguars seront livrés, 42 supplémentaires seront commandés. Enfin, 364 Serval seront également commandés. Et d'ailleurs, les premiers essais du Serval se sont déroulés ces dernières semaines sur les pistes d'expertise et d'essais de la DGA. C'est également la livraison de 7 nouveaux NH90 qui viendront renforcer les moyens de l'ALAT. Enfin, 1000 VT4, les véhicules tactiques polyvalents VT4 seront également livrés et 1500 seront commandés donc pour remplacer essentiellement les P4 qui ont déjà plusieurs dizaines d'années de service dans les forces. Concernant la LPM à hauteur d'homme, le PLF 2020 prévoit également la livraison de 12 000 HK416F, donc le remplaçant du FAMAS, 50 postes de missiles MMP, 290 mini-drones, micro-drones ou même nano-drones. Enfin, un point qui avait été évoqué l'an dernier lors d'un amendement d'appel, l'ensemble de la force opérationnelle terrestre sera prochainement équipé de la tenue de sport rénovée de l'armée de terre. Et donc cet amendement a visiblement porté ses fruits. J'en viens maintenant à la partie thématique de notre rapport qui concerne les réserves de l'armée de terre. Comme vous le savez, avec la professionnalisation, la réserve de masse qui existait auparavant a laissé de la place à des unités de réserve plus réduites, mais mieux entraînées et mieux intégrées dans les unités d'actives. En 2015 ont été fixés des objectifs ambitieux de remontée en puissance de la réserve opérationnelle et d'augmentation du nombre de jours d'activité. Ces objectifs fixés à l'horizon 2019, nous y arrivons donc, sont atteints avec près de 24 000 réservistes opérationnels dans l'armée de terre sur un total de 40 000 dans les armées. On appelle cette réserve la RO1. En complément de cette réserve RO1, on a également une RO2 qui est composée des 18 000 anciens militaires de l'armée de terre qui ont une obligation de disponibilité pendant 5 ans. Donc on est sur quelque chose, 24 000 plus 18 000 d'important. Les réservistes opérationnels de l'armée de terre sont devenus une ressource absolument indispensable à son fonctionnement, y compris en temps de paix. L'ensemble des entretiens qu'on a pu avoir ont mis en évidence cet aspect-là, de dire que l'armée de terre aujourd'hui ne saurait plus fonctionner sans ces réserves.
Pour autant, le succès des réserves masque des fragilités auxquelles nous devons être attentifs. Si le processus de réforme est d'ores et déjà amorcé par les armées en interne, beaucoup de dispositions qui régissent le fonctionnement des réserves sont de nature législative, puisque ça fait appel à des dispositions qui concernent la vie au quotidien, par exemple le Code du travail. En 2018, nous avons voté certaines dispositions qui concernent les réservistes dans le cadre de la LPM. Il serait d'ailleurs pertinent d'en faire l'évaluation. Au cours de nos travaux, nous avons par exemple appris qu'une des dispositions que nous avions votées et qui permet à un militaire qui souhaite élever un enfant de moins de 8 ans d'être placé en congé et de servir dans la réserve opérationnelle en même temps n'était tout simplement pas mise en œuvre du fait de la limite des règles statutaires des systèmes de gestion. Donc ce qu'on a décidé lors de la LPM ne peut pas se mettre en œuvre de ce fait-là. D'où la nécessité peut-être d'en faire l'évaluation. Par ailleurs, l'actualisation de la LPM en 2021 nous offrira une occasion unique de continuer à faire évoluer le cadre légal des réserves militaires. En effet, les évolutions stratégiques récentes replacent, à notre sens, la réserve au cœur des enjeux de défense et de résilience de notre pays. Retour possible de conflits majeurs, intervention sur le territoire national, lien armée-nation à continuer de développer. Le sujet a d'ailleurs été évoqué pas plus tard que samedi dernier par le Premier ministre dans son discours devant l'IHEDN et il souhaite des propositions pour, je cite, « faciliter le recrutement des réserves et la conciliation avec la vie familiale et professionnelle ». Notre rapport fera état de propositions qui sont actuellement discutées au sein des états-majors, propositions qui concernent à la fois les outils de gestion, la protection sociale des réservistes, leur formation, leur emploi dans les forces, en opération intérieure ou extérieure, ou encore leur fidélisation. Pour l'instant, pour en citer deux, peut-être une première proposition qui concerne le renforcement de la capacité à agir, la capacité collective à agir de la réserve opérationnelle, afin qu'elle puisse générer, avec un court préavis, des unités pro-terre pour répondre à une crise. Cela pourrait s'inscrire dans les ambitions actuelles de l'armée de terre sur la recréation de stocks d'équipements stratégiques pour donner à chaque régiment une capacité de réaction rapide sur le territoire national. Une amélioration de nos outils de gestion de la réserve pourrait nous offrir cette réactivité. On a un exemple d'ailleurs en la matière qui est la mobilisation des réserves de la gendarmerie lors de l'ouragan Irma. En très peu de temps, la gendarmerie a fait appel à ses réservistes et près de 700 d'entre eux se sont déclarés en mesure de partir et plusieurs centaines d'entre eux ont été appelés dans le cadre de cet événement climatique. Deuxièmement, je pense que nous pourrons faire des progrès dans la valorisation de la réserve, que ce soit au niveau national ou auprès des employeurs. Sereine d'ailleurs pourra peut-être nous dire un mot sur la valorisation des compétences lors des questions-réponses. Pour ma part, je propose par exemple de nous inspirer de la journée des réserves canadiennes, au cours de laquelle les réservistes ont la possibilité de porter leur uniforme, par exemple sur leur lieu de travail, ce qui permet de valoriser leur engagement dans la vie de tous les jours. Enfin, nous aurions peut-être à réfléchir pour bien articuler les réserves avec le SNU qui monte en puissance, puisque si 2000 jeunes, effectivement, l'ont fait cette année, l'année prochaine, ce seront sans doute près de 30 000 jeunes qui le feront. Alors, l'objectif initial était 40 000, je crois qu'il est en train d'être adapté à 30 000. Et un engagement dans la réserve pourrait être une suite logique à ce SNU. Une piste à étudier serait par exemple qu'un engagement à la réserve puisse exonérer de la réalisation de la deuxième partie des 15 jours du SNU, ce qui est un double avantage pour les armées, puisque un grand nombre de réservistes, chaque année, finissent par s'engager dans l'actif. Donc ça correspondrait également aux efforts en matière de recrutement. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je souhaiterais vous proposer, avec Sereine, de constituer une mission d'information avant l'actualisation de 2021 sur l'ensemble des réserves militaires. Et je suis certain que nos collègues rapporteurs, à la fois sur les crédits de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie, ont des problématiques bien spécifiques à mettre en lumière. Pour conclure, je donne un avis favorable à l'adoption des crédits relatifs aux forces terrestres dans le PLF 2020 et vous remercie pour l'attention que vous voudrez bien porter à cette question des réserves. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions.